0 mm, pas de pluie, ça devient catastrophique. Un climat sec, ensoleillé et chaud, qui n'en finit plus, et impossibilité d'arroser, car il n'y a plus assez d'eau. Je vais perdre 25% de rendement sur 60 hectares. Ce scénario récurrent va s'aggraver. Cette carte représente l'évolution de l'indice de sécheresse des sols entre 1970 et 2055, prévu par Météo France. Les sols seront de plus en plus souvent secs. Or, sans eau, pas d'agriculture possible. Alors comment faire pour malgré tout continuer de cultiver et donc de se nourrir ? Bon, voyons d'abord ce qui se passe avec le climat. S'il y a davantage de sécheresse, ce n'est pas forcément parce qu'il pleut moins. Non, c'est parce que depuis une trentaine d'années, en France, il fait nettement plus chaud. Dans la dernière décennie, plus d'1 degré de plus que la température moyenne enregistrée entre 1961 et 1990. Or, plus l'air est chaud, plus il a besoin d'eau pour son équilibre. C'est physique. Avec un climat tempéré comme en France, cela accentue l'évaporation de l'eau des sols. Autre conséquence, la pluie a davantage tendance à tomber en hiver. En plus, comme il y a plus d'eau dans l'air, il y a plus d'épisodes de pluie intense. Et ce phénomène accentue les longues périodes sans pluie et les vagues de chaleur. Tout cela menace notre production de nourriture. Des chercheurs ont fait le calcul à l'échelle de l'Europe et ont trouvé que les pertes agricoles liées aux vagues de chaleur et aux sécheresses ont triplé au cours des 5 dernières décennies, passant d'environ 2% à 7% entre 1991 et 2015. Que faire pour limiter les pertes ? Regardons comment les agriculteurs travaillent. 5% d'entre eux pratiquent l'irrigation, tandis que 95% dépendent complètement de la pluie. Or, avec les sécheresses plus fréquentes, l'irrigation risque d'être amenée à se développer. Mais pour irriguer, il faut des réserves d'eau. Ce sont notamment les cours d'eau, les barrages, ou les nappes souterraines alimentées par les eaux de pluie. Sauf que, quand il ne pleut pas du tout pendant longtemps, ces réserves sont à sec. Alors, pour contourner ce problème, une solution est déployée. Il s'agit de construire des grandes retenues, comme des piscines géantes, et de les remplir en hiver quand les nappes sont censées être pleines. Quand vient l'été, ce stock d'eau est utilisé pour irriguer. Dans les Deux-Sèvres, la construction d'une dizaine de retenues est à l'étude, mais elles sont controversées, et ce, pour 2 raisons principales. Pomper l'eau en hiver reviendrait à maintenir les nappes souterraines à un niveau bas toute l'année et à fragiliser les milieux aquatiques qui sont reliés à ces réserves, dont le Marais Poitevin, la 2e plus grande zone humide de France. Ce qu'on voit à ce niveau-là, en fait, c'est la limite entre la tourbe et l'argile, entre cette accumulation de matière végétale et ces sédiments d'origine marin. Et jamais, l'eau à cette saison ne devrait être en dessous de ce niveau de tourbe. Dès lors qu'on est au niveau de l'argile, ça signifie que la végétation en surface ne peut plus s'alimenter par simple capillarité. Dans une région exposée à une forte pression sur la ressource en eau, les opposants reprochent aux retenues d'eau de n'être qu'un pansement. Car l'autre critique porte sur l'efficacité du système. Ces installations sont accusées de favoriser le maintien d'une agriculture trop gourmande en eau, ce qui renforcerait la vulnérabilité des exploitations en cas de sécheresse. Cette opposition a donné lieu à une première en France. Un protocole d'accord dans lequel les agriculteurs qui veulent bénéficier des retenues d'eau s'engagent à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et notamment ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Elle permet justement de cultiver autant avec moins d'eau. En quoi ça consiste ? Et est-ce que ça marche ? Là, ils sont heureux. Florence Richard pratique l'agriculture de conservation des sols sur une centaine d'hectares. Cela consiste en 3 piliers. Le couvert végétal, la rotation des cultures et le non-labour.
Parlons d'abord du couvert végétal. Cela veut dire avoir des plantes dans les champs presque toute l'année. Et rien que ça fait baisser la température des sols. C'est comme si on portait un chapeau dans le désert, ça nous évite d'attraper une insolation et ça descend la température. Et là, c'est un petit peu le cas également sur le sol. Il y a donc un premier effet, c'est que les végétaux font de l'ombre. Le deuxième, c'est que la couleur claire des feuilles renvoie les rayons du soleil davantage que la terre nue, plus sombre. Et ça aussi, ça aide à garder les sols plus frais et donc à limiter l'évaporation de l'eau. Deuxième pilier, Du blé, de l'orge, ces plantes qui se succèdent sur une parcelle doivent varier. de la lentille, du sarrasin. C'est la rotation des cultures. Un de ses avantages, lutter contre les mauvaises herbes. Sur les parcelles où l'on sème toujours la même chose, les mauvaises herbes s'adaptent et peuvent proliférer. En variant les cultures, leur développement est perturbé, Ça, c'est une plante indésirable. mais pas assez pour se passer complètement d'herbicides. On en a besoin pour certaines choses, mais pour d'autres, on peut diminuer ou s'en passer. On a de l'observation et c'est en fonction de la cible qu'on adapte notre dosage. Le labour permet aussi de maîtriser les mauvaises herbes. Mais ça, Florence Richard veut l'éviter absolument, car le non-labour, c'est le troisième pilier de l'agriculture de conservation des sols. Ça, c'est un champ labouré. La terre est retournée pour préparer le sol au semis. Quand on ne laboure pas, il faut semer là-dedans. Pour ça, il y a des outils spécifiques, comme ce semoir. Donc la graine descend dans ces tuyaux et les disques vont ouvrir un tout petit sillon et vous avez une petite lanière qui permet donc à la graine de retomber bien au fond du sillon. Le premier avantage de ne pas labourer, c'est que les restes végétaux de la culture précédente sont laissés au sol, ce qui ralentit l'évaporation de l'eau. Deuxième avantage, les micro-organismes, les insectes et les vers de terre prospèrent, car on ne touche pas à leur milieu. Ils transforment les restes de végétaux en matière organique. Et les vers de terre travaillent et structurent les sols de manière verticale. Tout ce réseau permet à l'eau de s'infiltrer en profondeur et de rester plus longtemps dans les sols. Alors qu'un sol travaillé est structuré horizontalement. Avec une structure horizontale, l'eau s'infiltre moins bien, elle reste à la surface, s'évapore ou s'écoule à l'extérieur des champs. C'est en quelque sorte de l'eau perdue. Tout l'enjeu de la conservation des sols, c'est d'optimiser l'eau qui tombe dessus. Ces pratiques que nous venons d'expliquer améliorent nettement la capacité d'infiltration de l'eau des sols, selon les premiers résultats de ce programme de recherche de l'INRAE. Et cette eau reste davantage dans la terre, avec une capacité de rétention de l'eau du sol améliorée de 10 à 15%. Petit bémol, ces améliorations varient en fonction des sols, et sont peu marquées sur des sols sableux ou argileux, indiqués en vert sur cette carte. Mais ces pratiques ont un autre avantage. Elles permettent d'absorber dans le sol une certaine quantité du CO2 contenu dans l'air. Voilà comment ça fonctionne. Le couvert végétal absorbe du CO2 pour grandir. Lorsqu'il meurt, il s'intègre en partie dans le sol et y reste. Le carbone se retrouve ainsi capturé sous terre. C'est un levier non négligeable pour diminuer les émissions de CO2 et donc atténuer le changement climatique. Pire de déception. Ah, c'est dur. La maison de Ludovic a complètement été inondée. Il a pourtant essayé de sauver quelques meubles, en vain. Il y a plus de 40 cm d'eau. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas grand chose qui passe sous l'eau. Au total, une soixantaine de communes ont été touchées par ces inondations. Avec des crues historiques selon Vigicru, jusqu'à 2,40 m de hauteur. Nathalie
a vécu l'une des pires nuits de sa vie. On n'avait plus d'électricité et les compteurs d'électricité commençaient à prendre feu. Donc c'était plus possible pour nous. Donc là, les pompiers, la police municipale sont venus nous chercher, nous a sortis. Et maintenant, on est tiré d'affaire et c'est le plus important. Comme elle, ils sont plusieurs dizaines à avoir été évacués puis transférés dans des centres d'hébergement. Lits, jeux de cartes, vêtements. Ici, tout est mis en place pour accueillir les sinistrés. C'est pas évident de dormir sur des lits de camp, surtout avec le stress de sa maison. Mais bon, voilà, très chaleureux, les gens très chaleureux, donc au top, quoi. Selon le ministre de l'Intérieur, 7 personnes ont été blessées dans le Nord et le Pas-de-Calais à cause de ces inondations. On note déjà en ligne beaucoup moins de climato-sceptiques qu'avant. Du nord de la France, où les inondations dans le Pas-de-Calais pourraient dépasser la crue historique de 2002. Au sud, où Corse Matin, vous le voyez, déplore aujourd'hui en une des populations enclavées et des exploitations agricoles dévastées. Eh bien, les faits sont là. En 2022, dans l'Hexagone, les orages dangereux ont doublé. 32 alertes orange ou rouge diffusées par Météo France, soit 2 fois plus que les années précédentes. Plus fort, mais aussi plus souvent. 3 inondations de sa ferme en 10 ans. Il y a cet agriculteur des Hauts-de-France qui s'inquiète dans la Voix du Nord, sachant même plus ce matin s'il doit réinvestir ou laisser tomber. Alors, je vous rassure, on trouve encore quelques irréductibles qui affirment que ce ne sont là que les fluctuations normales des saisons, pas de catastrophisme, c'est l'automne, il pleut. Pourtant, le changement, non, il est radical et il est documenté. Regardez ces cartes publiées sur X, l'ancien Twitter, par Fabien Jobard, qui est météorologue chez Météo France. Il nous montre que nous sommes passés cette année de la première quinzaine d'octobre, la plus sèche depuis 1958, à la seconde moitié d'octobre, la plus arrosée depuis l'invention de ces mesures. Or, ni les sols trop secs, ni les sols gorgés d'eau, vous nous l'avez souvent expliqué, ne peuvent absorber ces orages violents. Nous voilà donc beaucoup plus vulnérables face aux inondations. Bon, des risques qui sont devenus inévitables pour les maisons, les entreprises, pour la mobilité aussi, quand les routes disparaissent. Ouais, on se demande en effet si ça devient inévitable, parce que rien n'est fait, ou si peu, se désolent en ligne les écologistes. On continue à construire en zone inondable, on continue à bétonner les sols un peu partout. On se résigne seulement, en somme, à gérer l'urgence. Alors, il y a des polémiques sur est-ce que les alertes sont déclenchées assez tôt, est-ce que ce dispositif France Alerte déclenché hier par la préfecture du Pas-de-Calais suffit. Ça consiste à prévenir par SMS la population d'un périmètre précis, d'un danger. Donc hier, on le voit, c'était entre Ouattane et le littoral, afin d'informer des consignes à suivre. Qu'est-ce qu'on pouvait lire dans ce SMS ? Vous voyez, alerte crue, éloignez-vous des cours d'eau, réfugiez-vous aussi haut que possible, coupez l'eau, le gaz, l'électricité, reportez, voire annulez vos déplacements. On a vu aussi le ministère de l'écologie qui diffuse sur les réseaux sociaux en petites vidéos animées les conseils de base en cas de pluie intense ou d'inondation. Ça devient tellement fréquent qu'on peut la poster régulièrement malheureusement sur les réseaux. Hashtag ayons les bons réflexes. On y retrouve les consignes que je viens de vous citer, plus celle-ci, laissez les enfants à l'école ou à la crèche, ils y sont en sécurité. Donc c'est toujours utile pour limiter les accidents durant ces épisodes violents, mais les causes, encore une fois, qu'en est-il de nos actions sur les causes, soupirent les internautes qui alertent sur le sujet parfois depuis des années. Il y a une profession, en tout cas, pour finir, je peux vous le dire, qui prévient qu'elle ne s'habituera pas à ces phénomènes, ce sont les assureurs. Pourquoi ? Parce que les dégâts, ils leur coûtent de plus en plus cher, plus de 2 fois plus de dépenses prévues pour les 30 ans à venir que pour les 30 ans qui viennent de s'écouler. France Assureurs alerte donc, les tarifs vont augmenter, forcément, pour les particuliers, de plus 130 à plus 200% selon les régions, comme le Finistère ou les Alpes-Maritimes, par exemple. On va aussi doubler d'ici à 2025 la taxe catastrophe naturelle pour les voitures, pour les habitations. Voire à terme, préviennent-ils, un refus pur et simple de vous prendre en charge. Plus d'assurance, les Français seuls face aux tempêtes. On ressort cette phrase de l'ancien président d'AXA qui lâchait en 2015. Un monde à plus 2 degrés pourrait encore être assurable. Un à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. Voilà pour les réjouissances.